Lors des précédentes vidéos, on a vu ce qu'est l'électricité. On a appris des notions comme volt et intensité, série et parallèle, le court-circuit, etc. Alors tout ça c'est bien, mais avant d'aller plus loin, il faudrait se poser la question de comment produit-on l'électricité. Salut à tous, moi c'est Raven, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant d'expliquer la manière dont l'électricité est produite, il faut distinguer les types de courants. Ils sont au nombre de deux. Il y a le courant alternatif et le courant continu. Le courant continu. Commençons par le courant continu. Il est assez facile à se représenter car c'est le courant que sort une pile, que ce soit une pile d'1,5 V, 9 volts, ou bien une batterie, que ce soit une batterie de voiture, de smartphone, d'ordinateur, etc. Sur ces sources d'alimentation, il existe une borne positive qui est notée avec le symbole plus et une borne négative qui est notée avec le symbole moins. Ceci est important car en fonction de ce que vous allez brancher, il faudra respecter la polarité afin de ne pas abîmer les éléments que la source doit alimenter. De manière conventionnelle, on dit que le courant circule à l'extérieur du générateur du plus vers le moins. Maintenant, en réalité, les scientifiques ont observé que le courant circulait du moins vers le plus. Mais à l'époque, il n'y avait pas les connaissances et le matériel pour véritablement observer le sens du courant. Afin de se mettre d'accord, ils ont décidé de nommer un sens conventionnel. Depuis lors, on a gardé cette convention afin de ne pas devoir tout changer, que ce soit les calculs, les schémas, les livres, etc. Donc il faudrait rester dans la convention et se dire que le courant circule du plus vers le moins. Pour savoir si l'appareil fonctionne en courant continu, il faudra regarder si celui-ci dispose de son symbole, c'est-à-dire un égal avec des pointillés, le courant alternatif. Pour ce qui est du courant alternatif, il est tout aussi répandu que le courant continu, car c'est le courant que dispense le fournisseur d'électricité au foyer. En gros, c'est le courant qui circule dans votre maison afin d'alimenter des appareils comme machine à laver, séchoir, boiler et même pour recharger vos ordinateurs, car le courant continu utilisé est issu du courant alternatif qui est passé dans un transformateur avec un dresseur. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. A l'inverse du courant continu, celui-ci ne possède pas de polarité car on dit qu'il alterne, c'est-à-dire qu'il est une fois positif, une fois négatif, puis positif, puis négatif, puis positif, puis négatif, puis positif, etc. Et cela plus ou moins rapidement selon les régions. La plupart du temps, le courant a une fréquence de 50 Hz, ce qui veut dire qu'il change de sens 100 fois par seconde. En gros, il sera 50 fois positif et 50 fois négatif, et tout cela en une seconde. Maintenant, il peut aussi posséder une fréquence de 60 Hz, comme aux États-Unis par exemple. Après, on ne parlera plus de pôle positif ou négatif, mais de phase et neutre. Pour ce qui est du signe distinctif, un appareil qui fonctionne en courant alternatif aura pour symbole une vague, la production d'électricité. Maintenant qu'on sait cela, on pourrait se poser la question de comment produit-on l'électricité. Pour cela, on va voir comment on produit le courant alternatif, puis on verra comment on produit le courant continu, la production de courant alternatif. Produire du courant alternatif est assez simple et c'est la raison pour laquelle le réseau électrique est en alternatif. Pour commencer, il faut deux choses. Il faut un alternateur et une source qui fera fonctionner l'alternateur. L'alternateur a pour particularité de transformer une énergie mécanique en énergie électrique. Il est composé de deux pièces essentielles qui sont le stator et le rotor. Le stator est une pièce en forme de cage qui va rester fixe et qui va être composée de plusieurs bobines. Le rotor, lui, va être mobile et composé d'un aimant qui, comme vous le savez, possède un pôle positif et un pôle négatif. Bon, passons au fonctionnement. Le rotor se situe à l'intérieur du stator et lorsqu'il va être mis en mouvement par une source, il va se mettre à tourner. Lorsqu'il va se mettre à tourner, il va générer un champ magnétique qui va exciter les électrons des bobines et les mettre en mouvement grâce à la variation des pôles positifs et négatifs qui vont attirer ou repousser en fonction de la nature de la bobine. À cela, il va faire naître une tension aux bornes des bobines du stator. Pour la petite info, ce phénomène s'appelle l'induction. La source. Passons à la source qui va permettre de mettre en mouvement le rotor. Pour cela, on a le choix car les sources sont assez variées. Il existe la centrale nucléaire qui, par fission d'atomes, va faire chauffer un fluide qui va se transformer en gaz et ce gaz en montant fera pression sur des palmes afin de faire tourner l'alternateur. Après, il y a les centrales hydrauliques qui utilisent l'eau contenue dans les barrages pour faire tourner l'alternateur grâce à un cheminement d'eau et de la pression due à la hauteur d'eau. Ensuite, il y a l'éolienne qui, grâce au vent, va faire tourner le rotor afin de produire l'électricité. Pour finir, j'aurais aussi pu parler des centrales à charbon, des centrales à fioul, des centrales géothermiques, des centrales à combustion, etc. Comme vous pouvez le constater, la plupart des systèmes vont fonctionner à la manière d'un moulin à eau. L'eau de la rivière coule et exerce une pression sur les palmes du moulin afin de le faire tourner. La production de courant continu. Bon, maintenant, voyons comment fait-on pour produire du courant continu. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. La méthode chimique. La méthode chimique est la méthode utilisée pour les piles et les accumulateurs. Une pile ou un accumulateur va transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Cela se produit grâce à la réaction de deux matériaux et un électrolyte. Un des deux matériaux va avoir tendance à donner des électrons et l'autre va avoir tendance à en recevoir. La réaction de ces deux matériaux dans l'électrolyte sous circuit fermé va produire un flux d'électrons qui va donner une différence de potentiel. Prenons l'exemple de la pile alcaline. Pile que tout le monde connaît, car c'est la pile que vont utiliser votre télécommande, souris sans fil, ancien baladeur CD, etc. Dans cette pile, on a deux matériaux.
et un électrolyte. Comme matériaux, on a du zinc qui va avoir tendance à donner des électrons et du dioxyde de manganèse qui va avoir tendance à en capter. Ces deux matériaux vont être séparés pour ne pas qu'ils réagissent directement entre eux. S'ils étaient directement en contact, on aurait un court-circuit. Donc ils sont séparés par un isolant. Étant donné qu'ils sont séparés, on va devoir faire un lien entre eux grâce à un électrolyte, c'est-à-dire une solution contenant des ions, donc qui conduit l'électricité. Par contre, pour que le transfert d'électrons se fasse, il faut que le circuit soit fermé, c'est-à-dire que la pile doit alimenter quelque chose. Maintenant, lorsque la pile n'alimente rien, donc que le circuit est ouvert, elle se désagrège quand même un peu. C'est la raison pour laquelle une pile qui n'a jamais servi, mais qui est là depuis des années peut être morte. Pour ce qui est des accumulateurs, le principe est le même, sauf qu'on va utiliser des éléments qui peuvent faire le chemin inverse. Les batteries Li-ion, comme celles que les smartphones utilisent, vont utiliser du lithium, cobalt et carbone. Les batteries au plomb, comme celles qu'utilisent les voitures, vont utiliser du plomb et de l'acide sulfurique. Les accumulateurs au nickel-cadmium, c'est-à-dire ce que tout le monde appelle les piles rechargeables, utilisent de l'hydroxyde de nickel et du cadmium. Pour la petite info, une pile est différente d'un accumulateur car elle ne va fonctionner qu'une seule fois et elle ne pourra pas être rechargée. Donc ce que beaucoup appellent pile rechargeable, c'est en fait un accumulateur car comme son nom l'indique, un accumulateur est fait pour accumuler, c'est-à-dire stocker l'énergie afin de la restituer à un moment donné. Quant à une batterie, ce n'est pas forcément un accumulateur. Ça désigne l'ensemble de plusieurs accumulateurs ou bien de plusieurs piles. On peut donc dire que plusieurs piles reliées entre elles est une batterie de piles et plusieurs accumulateurs reliés entre eux est une batterie d'accumulateurs. Pour ce qui est de la batterie de voiture par exemple, on l'appelle batterie car elle est composée de 6 accumulateurs appelés cellules branchés en série et délivrant 2,1 volts. Donc cela nous donne des batteries de 12,6 volts. Maintenant, la plupart du temps, on va généraliser et utiliser le terme batterie car c'est plus court et plus simple que de dire à chaque fois batterie d'accumulateur ou bien batterie de pile. De plus, ça ne porte pas vraiment préjudice. Le photovoltaïque. Pour ce qui est du panneau photovoltaïque, celui-ci va fonctionner un peu à la manière d'une pile car il va produire de l'électricité grâce à une réaction chimique. La matière principale du panneau va être le silicium qui a la particularité d'être un semi-conducteur. Pour ceux qui ne le savent pas, un semi-conducteur est un matériau qui conduit l'électricité mais que dans un sens, comme par exemple la LED. À ce moment-là, le panneau va être composé de 2 couches de silicium. Maintenant, avec seulement du silicium, on ne va pas bien loin. Nous, ce que nous voulons, c'est créer une différence d'électrons pour faire en sorte de les faire circuler et donc de produire de l'électricité. C'est pourquoi, pour arriver à faire cela, on va devoir doper le silicium afin de soit le rendre négatif ou bien afin de le rendre positif. On va donc doper la première couche de silicium avec du phosphore afin de le rendre négatif. Et doper la seconde couche de silicium avec du bore afin de le rendre positif. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a 2 couches l'une sur l'autre dopées qu'on a du courant. Dans cet état-là, il ne se passe pas grand-chose. Dans un premier temps, comme on le sait, il faudra fermer le circuit, car comme on peut le constater, il est ouvert et donc il n'y aura pas de transfert d'électrons. On va donc le fermer en ajoutant une lampe par exemple. Ensuite, il nous faut un dernier élément afin de produire de l'électricité. Ce dernier élément, c'est le soleil. Lorsqu'on va exposer le panneau au soleil, les photons vont heurter le panneau et va stimuler la première couche. Cette couche étant négative, va produire un courant électrique grâce au mouvement des électrons. Ce courant va vouloir aller jusqu'à la couche positive. Et grâce à cela, on va pouvoir alimenter notre ampoule. Maintenant, on ne pourra pas alimenter notre maison de cette manière, car, comme on peut le constater, le photovoltaïque produit du courant continu. Pour remédier à cela, on va devoir utiliser un onduleur qui aura pour fonction de transformer le courant continu en courant alternatif. Après, il n'y aura plus qu'à ajouter le nombre de panneaux en fonction de notre besoin en énergie. L'utilisation. Maintenant qu'on a vu quelques méthodes de production de l'électricité, on pourrait se poser la question de quand utilise-t-on l'un plutôt que l'autre? Pour répondre à cette question de manière détaillée, il faudrait que j'aille plus loin dans l'explication des propriétés des différents types de courants, ce qui pourrait me prendre des heures. En effet, chaque type de courant va avoir des propriétés différentes en fonction de la sécurité des personnes, des rendements, des coûts, des matériaux, etc. Je ne vais donc pas m'étaler là-dessus. Je ferai d'autres vidéos qui parlera du magnétisme, de la chute de tension en ligne, du type de danger en fonction du type de courant, etc. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est plus facile de produire du courant alternatif et de le faire varier de tension. Par contre, on ne sait pas le stocker, c'est pourquoi on devra passer par du courant continu afin de le stocker dans des batteries. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Petite remarque importante. Cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer en détail la production d'électricité, car il existe beaucoup trop de méthodes différentes. Passer en revue chaque moyen de production avec les avantages et les inconvénients aurait fait durer la vidéo plusieurs heures. Le but était d'expliquer en gros la manière de produire le courant alternatif et le courant continu afin de les distinguer et d'expliquer la différence. C'est aussi la base pour aller plus loin en électronique. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire et surtout à la partager. En attendant, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.